les amis, bienvenue dans Retour Gagnant, votre rendez-vous de tennis sur la chaîne YouTube d'Eurosport, c'est tous les mardis. Analyse, débat et bonne humeur, vous êtes au bon endroit bien sûr. Et on est content aujourd'hui de se retrouver dans ce beau studio. Pourquoi on est content? Déjà parce qu'il fait beau, et ça c'était pas gagné. Et aussi parce qu'on a un invité de marque avec nous, Jean-René Lisnard, qui nous fait le plaisir de découvrir. Bienvenue dans Retour Gagnant, Jean-René. On est content de t'avoir avec nous. On rappelle que tu es le coach notamment de Varvara Gracheva dans ton académie de Cannes. Elle a fait un super parcours à Roland-Garros avec les huitièmes de finale. On va en parler. Et à côté de toi, quelqu'un que tu connais bien, notre commentateur en chef, Bertrand Millard. Salut Bertrand. Salut à tous les deux. Oui, on a même commenté ensemble il y a quelques années, on va dire. On va pas se vieillir trop, mais il y a quelques années. 2 décennies. Hein, ouais. On se connaît bien, c'est vrai. Ouais, depuis combien de temps? Oula, on ne dit pas. Encore, c'est tabou. Un peu plus. Je vais encore en Coupe Davis avec Monaco. 15-17 ans peut-être, ça va vite. Ouais, ça va vite. Ça commence à faire. Ça ne s'arrange pas du tout. Il va y avoir des dossiers, à mon avis, dans cette émission. On va parler du programme. On va revenir justement sur le parcours de Varvara Gracheva, la Française, qui atteint les huitièmes de finale. C'est son meilleur résultat en Grand Chelem, d'ailleurs. C'est 6e fois, 3e tour. Et puis là, pour la première fois, elle a passé ce fameux 3e tour. Et c'est en 8e, donc c'est son meilleur résultat. Son premier Roland en tant que Française. On fera un point aussi sur les Français côté garçon à Roland-Garros, puisqu'il y a aussi Corentin Moutet qui était en huitième de finale. Et puis on terminera par un petit débat sur la programmation parfois un peu délicate de ce Roland-Garros 2024. Mais avant, Jean-René, tu vas découvrir une petite tradition de Retour Gagnant. C'est la minute hors cours, les coulisses du circuit. Amazing, la grande classe pour John McEnroe, consultant Eurosport et désormais chevalier de la Légion d'honneur, s'il vous plaît, décoré par Emmanuel Macron la semaine dernière à l'Elysée. Et apparemment, le président est un grand fan de tennis. Alors après la fausse pétanque sur le Châteauroux, c'était la semaine dernière, la vraie au Bois de Boulogne pour Novak Djokovic. C'était dimanche, après une petite nuit, ça a l'air d'aller. Il était avec des boulisses chevronnés qui l'ont pas dû en revenir. Lui non plus n'a pas dû en revenir. L'arbitre français Damien Dunozouat qui a sauvé un pigeon qui était tombé au pied de sa chaise sur le cours Suzanne-Langlaine. Il était blessé, il n'arrivait plus à voler, le pauvre. Il est allé le sauver. Peut-être que Novak Djokovic, je vise pas si bien que ça. Et en parlant d'animaux, regardez ce chat au regard mauvais, il vous rappelle personne? Regardez bien. C'est le sosie d'Andrei Roublev. Mais oui, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Aryna Sabalenka, toujours aussi sympa et toujours aussi en forme. Petite session de danse avec les ramasseurs et les ramasseuses de balles à Roland-Garros. Ça, c'est de l'entraînement. Prête pour son quart de finale. Pour finir, des nouvelles de Paola Badosa et Stefanos Tsitsipas. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Ouais. C'est l'amour fou. Ça a l'air de bien aller. Pour les avoir croisés plusieurs fois, ils se quittent plus. Là, à Roland-Garros, ils font les interviews ensemble. Pour lui, ça marche en tout cas, a priori. Ouais. Mais par contre, le sosie de Rublev, c'est Mia Farrow dans Rosemary's Baby, le film de Polanski. C'est pas très flatteur pour lui. Un chat a l'air mauvais. Mia Farrow, c'est flatteur quand même. Ah oui, c'est plus flatteur qu'un chat, sauf que c'est une femme. Mais il y a vraiment quelque chose. Vous regarderez ce film, qui est un super film. Ah, je connais. Voilà. En tout cas, le chat, il l'a reconnu lui-même. Il a dit que c'était peut-être son frère dans une vie de chat. Allez, on n'a plus de Français à Roland-Garros, mais il y en avait deux en deuxième semaine de ce Roland et en huitième de finale. Donc Corentin Moutet et Varvara Gracheva. On va en parler, Jean-René, puisque tu l'entraînes. Tu l'as découverte en 2016 quand elle est arrivée en France. Elle avait 16 ans. Elle est originaire d'une petite ville près de Moscou et elle est venue pousser les portes de l'Elite Tennis Center à Cannes, là où tu entraînes. Et puis elle est plus partie depuis. 8 ans et demi, là. Ouais. 8 ans et demi, donc c'est vrai que je ne suis pas le seul à l'entraîner, puisqu'on s'est quand même relayé au fil des années. Moi, je l'ai eu pendant 4 ans, quasiment tout le temps. Il y a Xavier Pujol qui a fait un super boulot pendant 2 ans. Là, c'était un peu, depuis 2-3 mois, je fais un peu la transition. Il y a aussi Slimane qui prend le relais avec elle. Donc, de toute façon, pour suivre ces joueurs-là sur des années, il faut être capable de se relayer. Et puis donc, c'est bon, on la connaît bien. On la connaît bien. Sans compter les prépas physiques aussi qui sont là tout le temps. Il y avait Benji cette semaine qui était encore là parce que c'est hyper important aussi, pas qu'il se blesse. Donc, une longue histoire. Ouais. Elle est devenue française, officiellement naturalisée l'année dernière. Donc, c'était son premier Roland-Garros avec le français, avec le drapeau français à ses côtés. C'était une suite logique pour elle. Ça s'est fait un peu. On a une discussion un peu de manière logique. Elle habite à Cannes, à Mandelieu, maintenant à Cannes. Voilà, toute sa vie là, elle rentre, je pense pendant 2-3 ans, elle n'est même pas rentrée chez là où elle est née. Donc,
ça s'est fait de manière très logique. C'est sa deuxième, sa patrie d'adoption, on va dire. Et puis, elle a été sélectionnée en Fed Cup au mois d'octobre. Limite, ça a été plus tendu que Roland Garros, en fait. Je pense qu'au début, le regard des gens des deux côtés, alors que bon, elle n'est pas du tout... fait pas tellement de vagues avec tout ça. Mais ouais, c'est une certaine logique. Elle a toujours aimé jouer en France. Voilà, c'était naturel, quoi. C'est naturel. En tout cas, elle a été adoptée par le public français et de Roland Garros, particulièrement sur cette édition-là. Elle a été vachement soutenue. On rappelle qu'elle atteint les huitièmes de finale, perdue hier face à sa copine, Mira Andreeva, que tu connais bien aussi. C'était pas facile. C'est Lisnard contre Lisnard. Oui. C'est vrai que... Deux joueuses en même temps. Enfin, Mira, tu l'as eu quand même pas longtemps. Ouais, on a eu 2 ans au centre. Dernière, j'étais quasiment qu'avec elle. Ouais. Donc c'est vrai que bon, ça aurait dû continuer, mais bon, il y a souvent un entourage toujours très compliqué dans le tennis. Et comme je ne négocie pas, ça c'est voilà, mais on s'entend toujours bien. Après, voilà, elles se connaissent très bien, forcément. Tu négocies pas, toi ? Je négocie pas. Un petit caractère, je suis surpris. Mais en tout cas, voilà, donc du coup, c'était un peu TC qui était sur le terrain. Alors c'est sûr que j'aurais préféré hier que ça penche du côté de Varvara, mais elle a fait son match, elle a bien joué. Je veux dire, aujourd'hui, Mira, c'est minimum top 5 dès aujourd'hui. C'est une question de maturité, pas qu'elle s'énerve, mais bon... Elle a 16 ans. 17 ans, 17. Mais elle a 3 longueurs d'avance, quoi. Donc, et franchement, Varia aurait pu le faire. Les 2 balles de 7 ont quand même on pesé lourd dans la balance, quoi. Et pour préparer ce match, ça doit être particulièrement, à la fois difficile et facile, parce que tu la connais tellement bien, et elles se connaissent tellement bien finalement que elles savent exactement comment la jouer. Préparer, de toute façon, c'est déjà, l'idée c'était de faire en sorte que Varvara fasse son match déjà, parce que très souvent les joueurs ne réussissent pas leur match, donc avant de parler d'un plan de jeu ou autre, déjà on en est là. Mais elle a fait son match. Après, c'est toujours pareil. Demain, on va vous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour battre Djokovic. Tout le circuit va vous le dire. Mais entre la théorie et la pratique, il y a souvent un monde. Mais hier, ça se passait pas trop mal. Et voilà, elle connaissait un peu comment Mira pouvait réagir. Mais Mira est restée calme. Le public français a moins poussé que d'habitude. Que les autres joueurs, il n'y avait pas l'orchestre et tout, qui aurait pu vraiment faire pencher la balance. Mais ces balles de 7, on ne saura jamais l'histoire. Mais bon, voilà, c'est dommage. Parce que l'an dernier à Wimbledon, Mira Andreeva avait quand même un peu pété les plombs. Elle était nerveuse encore. Ouais, l'an dernier, de toute façon, elle jouait déjà à ce niveau-là. Elle n'a pas régressé, elle n'a pas progressé dans le jeu. Elle est juste un peu plus mature, parce que l'an dernier, elle a quand même perdu sur Goff à Roland-Garros, mais en arrêtant de jouer au bout d'un set, parce qu'elle a failli se faire disqualifier. Du coup, ça a coupé les moteurs. Wimbledon, elle mène 6-3, 4-1. Balle de 5-1 contre Keys en 8e pour aller en quart. Elle était... Et l'autre, franchement, elle a joué un match incroyable. C'est pas arrêté. Donc là, pour le coup, et puis elle lui a elle perd sur Goff. Donc finalement, elle a eu très mauvais tirage, très mauvais tirage assez vite dans le tournoi. Enfin, assez vite. On me le donne, j'étais en 8e quand même. Mais... Donc elle joue déjà à ce niveau-là depuis une année. Et hier, je l'ai trouvée plus... forcément, tu prends de la bouteille. Voilà, elle est un peu plus stable, on va dire. Voilà, dans le jeu, c'est du pareil au même. Mais encore une fois, il aurait fallu voir si Varvara avait été capable de prendre ce premier set, comment elle aurait réagi. Mais bon, voilà, on ne saura jamais. C'est une première étape, un premier 8e de finale en Grand Chelem. Comment tu vois la suite, son potentiel à Varvara ? Moi, ces trucs-là, ça ne me parle pas beaucoup, le potentiel. Je veux dire, tous les joueurs qui sont là peuvent un jour gagner un Grand Chelem. La plupart ne le feront pas. Varvara, effectivement, si déjà elle garde la stabilité qu'elle a depuis 2 mois comme ça, toute l'année sur 10 mois, déjà rien que ça, elle sera plus vers la 20e place que là. Elle a fait une pointe à 39 l'an dernier. Mais encore faut-il le faire. L'objectif, c'était quoi cette année, par exemple ? Vous n'avez pas d'objectif chiffré Avec les joueurs, il y a rarement un objectif. C'est déjà de gagner. Chaque semaine, ils essaient d'être le plus compétitif possible. C'est sûr que si ça sourit une semaine de Grand Chelem, c'est plus intéressant. Mais voilà, depuis Miami, l'objectif, c'est à nouveau aller au combat. Et quand tu fais ça, si tu te bats, c'est une question de temps avant que les matchs tournent en ta faveur. Donc, elle a gagné plein de matchs chaque semaine. Et la forme est remontée. Au début, elle ne jouait pas très bien. Et puis, les semaines avant, à Rome, elle a fait quelques bonnes choses aussi. Elle a fait demi au 125 à Paris. Et puis là, elle a vraiment fait un bon Roland, stable, solide, sans jouer incroyable, mais avec un très bon niveau de jeu, quoi. On va passer 3 tours à Roland en plus, pour néo-française en plus, c'est vraiment top. C'est là qu'il y a le plus de points. Donc, je pense que c'est peut-être le début de quelque chose. En tout cas, il n'y a pas de meilleur endroit pour... on sent qu'elle a été vraiment adoptée par le public français. Ça comptait pour elle, ce soutien-là. Elle n'en parlait pas avant, mais le fait qu'on sent que ça lui a fait plaisir. Et puis on lui avait dit de jouer avec ça. Si on avait, nous, à l'époque, pu jouer avec un public pareil, c'est un avantage énorme. Et de regarder ça d'une manière plus comme un coup de pouce plutôt que d'attention. Je dis, aujourd'hui, tu prends 2 et 2, tout le monde s'en fout.
Oui. Les gens, ils vont rentrer le soir chez eux, ils auront oublié. Donc prends juste les bons côtés en fait. Voilà. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire, donc ce qui n'est pas dans sa nature au départ, très introvertie. Et là, elle a su en profiter. Non, on l'a vu chanter avec les supporters ouais, à la Marseillaise, elle s'est lâchée. On s'est pincé avec l'équipe, et puis mais c'était bien réel, quoi. C'est sympa, c'est ces moments-là quand même qui font aussi avancer des carrières. Il y a un grand objectif peut-être qui peut arriver pour elle aussi, c'est les Jeux Olympiques, parce que là, elle gagne des points. On va voir le classement à la race olympique chez les filles. Elle prend la 4e place, Varvara Gracheva, avec cette 70e place. On ne sait pas exactement encore où le cut se situera. Ce sera au lendemain de Roland Garros. Ça va descendre un peu, mais ils prennent que 4 Françaises, donc je crois que c'est quasi... C'est quand le cut? C'est lundi après Roland Garros. Voilà. Donc je crois que c'est quasi validé, mais je préfère... mettre une petite parenthèse au cas où je dis une connerie, mais normalement c'est bon. On voit Garcia, Burel et Paris qui sont 22, 42e et 64 respectivement, et donc Varvara 70e. Elle a dépassé Dodin, qui avant cela était la 4e française et qui a perdu un peu de terrain. De 6 points. Qui était forfait la pauvre, du coup elle n'a pas pu jouer. Elle n'a pas pu défendre ses chances. Ouais. Et ça représente quoi pour Varvara, les Jeux Olympiques? Je pense qu'elle est contente. Alors bon, elle n'en parle pas. Encore une fois, on arrive au tournoi. Bon, de toute façon, c'était pas. Oui, là c'était. On se projetait pas là-dessus, mais ouais, je pense qu'elle est quelque part. Ça fout un peu le vertige pour un athlète faire les JO, c'est un peu voilà, mais je pense qu'elle est très contente. Enfin, j'espère. Mais c'est pas quelqu'un qui est très expressif. C'est un peu comme Medvedev à l'époque. C'est pas les gens qui vont vous sauter dans les bras quand ils font une belle partie. Mais je pense qu'elle est contente. C'est par Medvedev qu'elle a connu ton académie, puisqu'il est passé par Cannes. Ouais, il est passé, plus que passé, mais elle est venue après lui, elle est arrivée après lui, parce que lui, il a fait 7 ans et demi, et elle est arrivée après lui, ouais. Donc ils se sont connus, ils se connaissent bien, ils se sont connus là-bas. Donc voilà. En tout cas, on lui souhaite le même parcours que. Pas mal, Elite Tennis Center. Hein. Ah bah, il y a du beau monde qui sort là. C'est la petite académie qui monte. Il faut se frayer un chemin. Ouais, bon, on fait notre truc un peu discrètement. Quoi. Je veux dire, on a une super équipe d'entraîneurs parce que souvent on va parler de moi, mais il y a quand même 15 entraîneurs tennis, 6 physiques. Donc c'est vraiment. Voilà, vous ne pouvez pas faire le truc tout seul. Donc on a vraiment une super équipe, avec passionnés, là, qui sont avec les juniors d'ailleurs, un peu dans l'ombre. Mais finalement, c'est là que se joue la formation, finalement. Ah oui. Arriver directement sur le circuit pro, finalement, la plupart ne sont plus des entraîneurs, ils sont des accompagnateurs, des porteurs de sac. Mais la formation se fait, c'est la réalité, hein, se fait chez les jeunes. Et il y a quelques rares pros, les tout meilleurs, eux, ils bossent. Quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont en haut de l'affiche. Alors, on a parlé du public un petit peu, Bertrand, Jean-René. On en avait débattu la semaine dernière. Il y a eu des polémiques par rapport à peut-être des comportements un peu exagérés. On va écouter Service Volé qui synthétise un peu tout ce débat. Et on va clore ce chapitre des fans tricolores. On écoute Service Volé. C'est le sujet dont tout le monde a parlé cette semaine, même ma daronne, et on peut le dire, c'est une sacrée marotte. Tous les ans ou presque, le sujet revient sur la table, à Bercy ou à Roland-Garros, et met en scène la confrontation de deux mondes. L'héritage bourgeois du tennis, ses codes, ses traditions séculaires d'un côté, et de l'autre, un public impliqué, sonore, qui ne souhaite pas simplement payer sa place pour aller voir un match, mais exige d'avoir une influence directe dessus. On l'oublie trop souvent, surtout chez les personnes qui condamnent en bloc, mais un public de manifestations sportives est par essence hétéroclite. Une situation neutre peut très vite dégénérer en un seul point, un seul geste, ou rester agréable et détendu en fonction du scénario du match. La certitude, c'est que la mort de la Coupe Davis a réduit notre tolérance aux excès et que son cœur s'est désormais déplacé dans les tribunes des matchs des Français. Avec, soyons honnêtes, un côté perdant magnifique assumé, car aucun Français n'a a priori la moindre chance de remporter Roland-Garros actuellement. Supporter Gasquet, Moutet ou Rinderknecht, c'est ironiquement espérer transformer la loose en gloire, faire partie d'une aventure collective un peu trollesque dans un sport profondément individuel. Mais alors, est-ce qu'on en a trop fait avec le public de Roland-Garros? Eh bien, un peu. Un peu. Goffin a parlé d'ambiance malsaine, Mauresmo a fermé les fûts en espérant que ça aide, Etcheverry a été chahuté dans le 4e set face à Cazot avant de s'amuser avec le public au tour suivant, Kotov a sérieusement morflé contre Wawrinka, mais le Moutet-Hoffner s'est déroulé dans une ambiance très sympa sur le Langlaine, probablement aidé par le scénario du match. En résumé, un joyeux bordel, des attitudes parfois limites voire carrément condamnables, une ambiance bas du front qui peut choquer les esthètes, mais en même temps une situation très nuancée, mouvante d'un match à l'autre et qui exige d'être très précis. Rien
absolument rien de ce qu'on a vécu cette semaine n'équivaut à l'enfer qu'a vécu Carlos Alcaraz à Bercy en 2021 face à Hugo Gaston, dont le jeu chaloupé fait de provocations, comme Corentin Moutet, avait poussé le très jeune Espagnol à bout. Des larmes et une blessure profonde dont Alcaraz allait vite se remettre pour accomplir une saison 2022 exceptionnelle, ponctuée par une double victoire à Madrid face à Nadal et Djokovic, puis par un titre à l'US Open, son premier en Grand Chelem. Faire l'expérience d'un public dur et hostile dans l'histoire du tennis, ça a souvent été un passage obligé pour les aspirants champions. Au fond, le véritable excès, peut-être le seul qu'on doit déplorer cette semaine, c'est quand le chambrage se transforme en insulte et qu'un joueur continue à se faire huer alors qu'il est simplement en train de célébrer sa victoire. C'est un truc qu'on appelle tout simplement l'éducation sportive, voire même l'éducation tout court. La passion ne doit pas exclure l'intelligence, et savoir perdre dignement fait partie du sport. Le public français, en se montrant complexe et volatile, mais surtout parfois très mauvais perdant, peut donner l'image d'un public de tennis pourri gâté, peu au fait du code d'honneur sportif. Agaçant et génial, les deux réalités existent et se confondent parfois. Pendant ce temps-là, deux Français ont réussi à se hisser en deuxième semaine de Roland-Garros, Varvara Gracheva, naturalisée française depuis à peine un an côté femme, et Corentin Moutet, pur produit de la fédération, finalement évincé fin 2022 pour mauvais comportement chez les hommes. Ce résultat, c'est une première depuis 2020, et il faut le dire, une réussite presque inespérée malgré notre vivier, notre densité et nos moyens. C'est aussi une sacrée ironie pour la fédération de voir ces deux trajectoires cabossées représenter la France dans son événement le plus populaire et international. Deux réussites qui doivent aussi, en partie, à notre public d'excité. Alors, un public d'excité, est-ce qu'on peut aller aussi loin? Bon, on en a déjà beaucoup parlé. En tout cas, Corentin Moutet, lui, a profité de cette ambiance. Il l'a dit à plusieurs reprises. Et il s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Pour le coup, son match pour se qualifier en huitième face à Hoffner a été un match où tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de débordement. Et lui, il l'a dit, hein, il a besoin de ça pour se transcender à la maison. Il a perdu dimanche, donc en huitième de finale, le deuxième Français qui était à ce stade-là. D'ailleurs, c'est une première depuis 2020. 2020, c'est plus arrivé. On va voir le petit tableau de statistiques. Les trois dernières éditions, donc 2023, 2022, 2021, il n'y avait pas de Français en huitième de finale, ni chez les filles, ni chez les garçons. Il n'y en avait même pas eu au troisième tour certaines années. Donc là, on est quand même sur du mieux. Il a perdu face à Yannick Sinner, Corentin Moutet, en bien bataillé et en étant plus qu'embêté Yannick Sinner pendant un set et demi. Et il a été heureux, il a dit, d'avoir pu redorer son image avec cette performance. On a rencontré hier son coach, Petar Popovic, qui nous a parlé de son parcours. On l'écoute et puis on reparle après de ce beau parcours de Moutet. Je suis fier surtout du début de match où il a gagné le premier set 6-2, il a pu même gagner 6-0 et il a mené le break au deuxième. Et c'est dommage, après il a un peu baissé d'intensité, donc il n'y avait plus cette puissance de frappe et sa balle est giclée plus comme au premier set et du coup Sinner il a pu un peu imposer son jeu. Mais je suis très fier du tournoi aussi, du tournoi qu'il a fait, c'était exceptionnel. Bon, les trois premiers tours, le public il était exceptionnel, même là au troisième tour, j'ai jamais vu ça, donc j'ai assisté à beaucoup de matchs, j'ai jamais vu un public pareil. C'était une énergie de fou et c'était vraiment dur à battre Corentin avec le public comme ça. Et hier par contre, sur le central, c'était pas la même chose, il n'y avait pas cette ambiance, c'était loin des tours qui c'était avant. Donc s'il y avait un public comme à Suzanne, je pense qu'il ne sera pas cette baisse d'intensité qui est arrivée au deuxième set, que Ko il pouvait tenir un peu plus, quoi. Ça manquait de folie parce qu'il manquait de folie, ils l'ont soutenu, mais bon, ils l'ont soutenu Sinner même plus peut-être. On a vu le premier tour contre Jarry, contre 16e mondial, qui a fait en plus la finale à Rome. On s'est dit, bon, c'est un match super dur, mais on savait aussi, j'ai vu le tableau après Jarry, que ça peut aller loin si ça passe. Et heureusement, oui, ça passait avec Jarry, et aussi grâce à public qui était exceptionnel. Alors vous êtes d'accord avec ça, Jean-René, je crois que tu l'as évoqué, c'était un peu moins fort le soutien du Châtrier par rapport peut-être à d'autres cours Non, le match d'hier, c'était un peu moins aussi sur l'Inglen pour Varvara. L'Inglen aussi. Voilà, alors moi j'ai peut-être pas assisté à tous les matchs, mais ça m'a pas choqué, je trouvais ça bien, parce que franchement, parfois le tennis ça peut être un peu flat, mais si vous allez aux États-Unis, vous jouez un Américain, selon où vous allez, les gens sont très chauvins, ça m'a pas du tout choqué. Après, ça peut déplaire à des joueurs qui sont un peu aussi, on s'embourgeoise un peu sur le circuit. J'ai envie de dire, heureusement, alors pareil pour Moutet, je trouve que le personnage, parfois on peut trouver à y redire, mais il fait du bien au tournoi. On a besoin de ça. On a besoin de ça, là.
vous n'avez plus de Monfils, vous n'avez plus de Nadal, plus de tout ça. Il va falloir des gens avec un peu de caractère. Donc il fait du bien au tennis, je pense. Voilà. Sa globalité, même s'il y a des choses parfois qui peuvent. Voilà. Moi j'aime bien aussi ce genre de joueurs, comme j'adore Kyrgios, notamment qui ne joue plus actuellement, mais ou Bublik, qui amène toujours un truc. C'est vrai que quand on va voir ces joueurs-là au Corentin, on sait qu'il va se passer quelque chose. Il y a des matchs où on se dit qu'il va rien se passer. Ouais. Quand on voit le jouer contre Hoffner au 3e tour, on a quand même plus envie de voir Corentin que ce soit le jeu ou la personnalité. Parce qu'en face, on a un grand bourrin, entre guillemets, qui n'a pas beaucoup de charisme. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, Corentin amène quelque chose, et toutes ses amortis, sa créativité, etc. Ça, c'est sûr. Après, le public, bon, il y a eu, je pense, j'ai entendu dire une phrase que je trouve assez bonne. On a importé Bercy à Roland-Garros. C'est un peu vrai, c'est pas tout le public, mais c'est intéressant justement d'entendre Petar Popovic. Le public du Central n'est pas tout à fait le même. Il disait même que Sinner avait été pas mal soutenu. Peut-être plus des connaisseurs de tennis, mais qui aiment bien regarder ça de façon un peu cosy, hein, comme disait JR. Ou alors, et là, on a un nouveau public, peut-être un peu plus jeune, qui a envie d'encourager un peu bruyamment et de mettre de l'ambiance. Quand c'est une ambiance qui reste dans le respect, franchement, c'est vrai que c'est bien. Et moi, honnêtement, la semaine dernière, j'avais dit un peu pas le contraire, mais j'étais un peu remonté contre certaines personnes, très peu, hein, mais du public qui mettent... Oui, mais là, il suffit qu'il y ait une dizaine de couillons et puis du coup... C'est pas représentatif. C'est représentatif. Là, c'est par exemple qui siffle quand un joueur demande à regarder une marque. Par exemple, variage contre Bégou sur l'Englen, il y avait l'orchestre entre chaque truc, mais ça restait dans le respect, et puis c'était bon enfant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché justement sur les réseaux sociaux de dire vous regrettez les ambiances de Coupe Davis et vous n'avez pas aimé ça. C'est pas tout à fait pareil. On peut avoir des très grosses ambiances, comme il y a en Coupe Davis ou comme il y a à Roland-Garros cette année, en étant dans le respect. Tant qu'il n'y a pas des sifflets pour le joueur qui fait une double faute ou qui demande à vérifier une marque, il n'y a pas de problème. Et je trouve que là, depuis quelques jours, c'est vraiment ça. C'est de la chaude ambiance, sans débordement. Donc là, ça c'est parfait. Et puis le Club France, je trouve que c'est une bonne chose aussi. Ça inscrit un peu plus dans la culture de la gagne. Bon, après, l'athlète, c'est à lui de remporter le match, mais ça aide. Et puis heureusement qu'il y a eu ça, parce qu'avec le temps qui a un peu pourri l'ambiance, on aurait dit le Roland-Garros du Covid. Pire même, hein, je crois que c'était pire la météo là. Temps, là on aurait dit, c'était pire qu'au mois d'octobre. C'était vraiment, voilà, donc heureusement qu'il y a eu ça. Je dirais, moi j'ai pas vu les débordements, en tout cas sur les matchs auxquels j'ai pu assister. Certains joueurs on se sont exprimés là-dessus, mais bon, en tout cas, lui, Corentin Moutet, ça l'a porté. Il aime jouer là-dedans. D'ailleurs, parfois, c'est presque un peu difficile pour lui de jouer ailleurs, de retomber après toute cette adrénaline-là. Mais qu'est-ce que toi, tu as pensé de cette semaine-là, de son niveau de jeu contre un Sinner sur le premier set? C'est phénoménal quand même. Ouais, Moutet, il a un tennis où il peut galérer pour passer un tour en challenger, comme il peut te battre n'importe qui, parce qu'il ne joue pas hyper vite, il n'a pas un énorme service, il a du génie dans la main, il sait un peu tout faire. Et puis dans sa tête, quand il est bien câblé, il est toujours très dangereux parce qu'il a un tennis atypique. Il emmerde tout le monde. Créatif. Il emmerde tout le monde. D'ailleurs, on a bien vu Sinner qui était quand même vachement embêté. Voilà. Après, lui-même, parfois, perd un peu de sa structure de jeu. Donc voilà, mais bon, ça fait partie un peu des gens qui ont un peu de génie. Voilà, mais il est toujours... Personne ne veut le jouer, je pense. Personne ne veut le jouer. C'est comme à l'époque, les mecs qui faisaient service volé, il y avait Michael Oray qui faisait service volé, personne ne voulait le jouer. Trop imprévisible. Ouais, c'est un jeu un peu inhabituel. Là, le tennis est un peu stéréotypé à l'heure actuelle. Donc quelqu'un qui sort un peu... D'ailleurs, on voit le Alcaraz qui varie son jeu, etc. Ou Rune un peu, même si là, il joue pas très très bien cette année, mais c'est un peu le futur. Si vous jouez un peu stéréotypé du fond, tout le monde joue un peu comme ça aujourd'hui. Voilà, Djokovic, Medvedev, Zverev, Rublev, voilà. Donc, Moutet, il emmerde un peu quand même ces gars-là. Il a quand même battu Jarry en 3-7, qui venait de faire sa 16e mondial. Il a joué 2 fois, il n'a pas perdu un set pour l'instant. Et il y a un truc aussi sur Moutet, il utilise le service à la cuillère de temps en temps, mais je trouve qu'il l'utilise tactiquement, lui. Il y en a parfois qui ils sont énervés, ils font un service à la cuillère. Lui, c'est pas ça. Il l'utilise tactiquement, notamment par rapport au positionnement de son adversaire au retour. Et honnêtement, c'est incroyable, mais ça peut devenir une arme tactique. Ouais, puis ça énerve un peu le gars. Puis il le fait très bien, en plus. Tu prends un ace à la cuillère, tu as ton ego qui en prend un petit peu un coup. Voilà, oui, encore une fois, il sort des clous, donc il est gênant. Si on joue à un joueur comme Daniil Medvedev, qui se positionne très loin en retour, ou d'autres joueurs qui se positionnent très loin, Nadal, je sais pas, faire un petit service à cuillère de temps en temps, c'est emmerdant. C'est emmerdant. Bah oui, le mec ne peut pas attaquer. Ouais. Il peut pas attaquer, et pour peu qu'il ait un temps de retard, tu peux faire un ace, quoi. Donc voilà, après, il ne peut pas faire que ça, évidemment. C'est de la variation. Pour un mec qui est très loin, c'est... Et même les amortis, on a vu, certaines, ils ne bougeaient pas, Sinner. Il la touche incroyable. Je veux dire, le mec, c'est quand même... Là-dessus, il est quand même, c'est comme Hugo Gaston, hein, c'est 2 Français.
Ils ont, Une main, quand ils sont en forme, ils sont très très pénibles à jouer. Voilà, en plus, ils sont gauchers. Voilà. Comme Henri Lecomte, il avait une main incroyable, il était gaucher. C'est typiquement français. En tout cas, Petar Popovic nous a dit c'est les joueurs qu'on a envie d'aller voir. Moi, si je paye pour aller voir du tennis, ce sera Moutet, Alcaraz et mon fils. Ouais, il n'a pas dit Kyrgios. Il n'a pas cité Kyrgios, mais ouais, c'est le... Exactement. Il y a un Shelton aussi qui peut faire du bien au tennis, assez punchy, etc. Bon, là, il est un peu neuf, mais ouais, c'est effectivement, je valide. En tout cas, le beau parcours de Moutet jusqu'au 8e de finale à Roland-Garros devrait lui assurer sa place pour les Jeux Olympiques, puisqu'il a glané plein de points. Et donc, comme Gracheva, il va devenir le 4e français. Alors, le 5e sur le classement, on voit le classement qui s'affiche là, puisqu'il y a Humbert en 1, Manarino en 2, mon fils et fils ensuite. Mais Adrian Manarino a quand même laissé entendre qu'il allait passer son tour pour ces Jeux Olympiques, qu'il ne se voyait pas y aller sans pouvoir défendre chez Sange. Donc c'est son amour limité pour la terre battue. Et hier, Petar Popovic nous a dit qu'Adrian Manarino avait clairement dit à Moutet moi j'y vais pas, c'est pour toi la place. Donc ça semble, enfin, je dirais pas la logique, parce que quand on a la chance d'être qualifié, c'est assez rare de voir ça, mais vu ses résultats sur terre, effectivement, cette saison, je trouve ça plutôt courageux même de sa part, et plutôt patriote même, de dire il y a plus de chances finalement d'avoir une médaille pour un autre joueur qui est plus à l'aise sur terre que pour moi, quoi. Non ? Oui, tout dépend dans quelle logique tu le fais. Je ne peux pas répondre à sa place. Donc, est-ce qu'il le fait parce qu'il n'a pas envie, il préfère jouer sur dur, gagner des points? Est-ce qu'il le fait justement pour laisser une place à un Français qui aura plus de chance? Il faudrait lui poser la question. mais je pense que Moutet il peut être bon, je pense, aux Jeux Olympiques, du coup. Ouais. Là, pour le coup, vu le Roland-Garros, c'est sur la même surface, au même endroit. Là, l'ambiance sera nos limites sur les Jeux Olympiques, je pense, par rapport à Roland-Garros. Je pense que là-dessus, il n'y aura pas de débat. Et il va faire chaud, hein, ça va être une terre battue rapide. Ouais. On verra. En tout cas, normalement. Vu le temps qu'on a eu cette semaine, on verra. On ne peut plus rien dire sur la météo. Ouais. On en a parlé avec Petar Popovic de cette qualification pour les Jeux Olympiques de Corentin Moutet. On écoute le coach serbe du français, puis on en reparle après. Il va prendre une semaine de repos parce que comme on a enchaîné énormément de tournois, et après on va faire 2 tournois sur l'herbe avant Wimbledon, et après il retourne sur terre battue. Mais cette année il a joué que sur terre à cause des Jeux Olympiques. C'était un rêve. Et déjà quand il s'est blessé il y a 1 an et demi, il a déjà pensé aux JO. Il dit il était vert qu'il va rater les Jeux Olympiques. Mais donc chez lui c'était même obsession. Les 2 derniers mois, on a regardé chaque semaine le classement des autres Français et combien de points il faut qu'il marque. Et il a joué énormément de tournois. Donc il a fait, je n'ai pas compté, mais peut-être dizaines de tournois. Et on a joué presque chaque semaine. C'était vraiment un grand objectif. Et là, là il est content et ça joue chez lui. Il habite à 5 minutes d'ici. Et chez lui, oui, c'était un rêve d'enfance. On savait déjà bien en avance que Manarino, il ne va pas faire les JO. Comme lui est terre battue, c'est pas une histoire d'amour. Manarino, on le voit tous les jours. On s'entraîne, on est à CNU ou on est en tournoi, donc oui. Je lui ai dit c'est bon, ce sera pour toi si tu te qualifies. Oui, si tu te qualifies, mais bon, il y avait Mpetshi qui a envoyé Lyon. Du coup, il a dépassé presque de 100 points avant Roland. Il y avait Muller qui a commencé très bien à jouer au dernier moment. Et il y avait Rinderknecht, donc c'était vraiment une course très serrée. Tout est possible, ça joue en plus en 3-7, c'est pas en 5-7. Du coup, c'est plus facile de battre des joueurs très forts. Parce que gagner un joueur de top 3 en 5-7, c'est une différente histoire. Donc, et du coup, sur le lancé, oui, là, il est déjà 56e mondial et on espère déjà pour US Open qu'il tente tête série. Et après, ça change énormément au niveau de tableau, au niveau de tirage au sort. Après, ça ouvre les portes pour aller plus loin. Il est optimiste, mais c'est bien, c'est ce qu'on veut. Et c'est vrai que ça s'est joué à pas grand-chose. On a vu le beau parcours de Mpetshi Perika à Lyon, il arrive à Roland-Garros un peu lancé. Bon, ça s'arrête au premier tour. Justement, on va parler du bilan français un petit peu plus négatif. On attendait un petit peu les jeunes, Mpetshi Perika, Arthur Fils, Lucas Van Ness aussi sur ce Roland-Garros. Ils ont perdu au premier tour. Ils étaient 17 dans le tableau au départ, 4 seulement se qualifient chez les garçons au 2e tour et un seul au 3e, donc Moutet qui se qualifie d'ailleurs en 8e. C'est une déception de les voir chuter aussi vite ou peut-être qu'on attend trop d'eux trop vite, ils sont encore jeunes? Oui, forcément quand on envoie 17 au départ et combien vous disiez 4 au 2e, tour, je sais même pas, ouais. Oui, forcément c'est pas... Mais bon après voilà, j'ai envie de dire... vous l'aviez dit, là, 2 Français en 8e de finale. Je pense que petit à petit, il n'y aura pas de changement
radicaux, quoi. Ça va se faire crescendo. Il y a Giovanni qui a gagné Lyon, donc bon voilà. J'ai vu là, il est 68e, je ne savais même pas, donc il est en train de monter. Il y a Alex Muller qui est aussi au centre, qui fait une belle saison et qui est en train de se stabiliser là-dedans. Il y a Arthur Cazot qui joue très bien, qui était blessé. Vanna, je ne suis pas très inquiet, c'est un gamin qui bosse bien et qui joue vachement bien. Arthur Fils aussi, bon. Voilà, je pense que ça va venir, s'il bosse, ça va venir, quoi. Puis il y en aura d'autres derrière, certainement, là j'ai pas cité tout le monde, mais voilà, après on part de loin, c'est sûr que là depuis... On part de loin parce qu'on a eu une super génération aussi en fait. On a été trop gâtés. En fait, en France, on a beaucoup entendu, oui, ils sont nuls parce qu'il y avait Djokovic, Nadal et Federer qui gagnaient tous les grands chelems, sauf que ils faisaient demi, ils étaient top 10, et c'est énorme de faire demi en grand chelem et top 10. Donc on a quand même 4 garçons, bon, Gilles Simon n'a fait que quart, mais les 3 autres, ils ont fait finale ou demi en grand chelem, top 10, ils ont gagné grand tournoi, Tsonga a gagné Masters 1000, donc bon... derrière, c'est pas facile. Il y a toujours une densité en France, toujours, dans le top 100, dans le top 200. Après, c'est pas toujours dans le premier tiers, on va dire, du top 100, mais pour l'instant, parce qu'on sort d'une très grosse génération. Mais ça va monter, ils sont jeunes, effectivement, et c'est une bonne génération. Donc il faut être, je pense, assez optimiste quand même pour la suite. Après, il y a aussi le problème de la surface. Malheureusement, ça fait longtemps, on sait que les Français, souvent, sont un peu meilleurs sur les autres surfaces que sur celles de notre grand chelem à nous. C'est dommageable, mais Lucas Pouille me disait la semaine dernière que si il y a peut-être un manque de structure, de moyens, de cours en terre battue, y compris à Roland-Garros, sur lesquels ils peuvent s'entraîner tout au long de l'année. Donc là, il y a peut-être une piste de réflexion aussi à avoir au niveau fédéral sur comment améliorer nos joueurs sur terre battue pour qu'ils soient meilleurs dans leur grand chelem. Ouais, alors c'est peut-être une des raisons, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que de toute façon, il y a moins en moins de joueurs qui habitent à Paris. Moi, quand j'étais joueur, tout le monde habite à Paris. Aujourd'hui, la plupart n'habitent plus à Paris. Donc déjà, la question se pose, mais je pense que ça fait depuis que je suis né, j'entends ça. Peut-être qu'un jour, voilà, ils vont faire forcément dans le sud de la France. La semaine dernière, ils faisaient 13 ici, ils faisaient 27 en bas. Ah, ça va, hein. Forcément, vous êtes jaloux. Ça se voit un peu, oui. Non, mais voilà, forcément, tu peux jouer dehors tous les jours, quoi. Donc déjà, il y a plus de terre battue dehors que... Voilà. T'as combien de terres battues dans ton... En club, on a 6 terres battues. Voilà. Mais tous les clubs de la Côte d'Azur ont des terres battues et des dures. Voilà, donc il y a les 2 surfaces, mais on joue dehors toute l'année, donc forcément, ça aide. Après, il y a aussi voilà, c'est énorme parce que moi, quand j'étais dans les structures fédérales les jeunes, on jouait que sur dur l'hiver pendant 6 mois. Quoi. Donc forcément, tu joues plus sur dur que sur terre, fatalement. Quoi. Mais bon, il n'y a pas que ça, mais ça compte aussi. On a quand même un peu vibré, finalement, peut-être avec les vieux, entre guillemets, Gasquet, mon fils, qui ont sorti des gros matchs dans une belle ambiance. Là, c'est l'expérience qui parle avec ces deux-là par rapport à la plus jeune génération. De les voir passer ces tours-là, Gaël Monfils à 37 ans, c'est l'expérience qui fait qu'ils vont gagner ces matchs-là où ils ne sont pas forcément favoris en plus. Oui, alors là on parle quand même d'une génération, quand même, Gasquet c'est un génie. Hein. Gasquet à 16 ans il battait Federer, je veux dire, là on parle d'un mec, voilà, mon fils Tsonga, bon, c'était top 10, mon fils physiquement c'est un animal. Voilà, donc là on parle vraiment, comme disait Bertrand, d'une génération incroyable. Et de toute façon, c'est pas pour autant que les autres qui sont là maintenant, qui sont un peu moins forts au départ, vont pas être meilleurs. Hein. Vous savez, parfois c'est pas. Ah, faut laisser le temps. Voilà, Wawrinka il est arrivé un peu plus sur le tard, il a gagné 3 grands chelems. Le premier à 29 ans. Le premier à 29 ans, il en a gagné 3. Donc finalement. Ouais, on est trop pressé en France, on veut. Ça marche tout de suite. C'est plus persévérant, les plus obtus, voilà. Mais voilà, mais donc on verra. Franchement, quand on voit des Tiafoe 10e mondiaux, demi-nord, tout ça, je vois pas pourquoi les Français ne seraient pas à ce niveau-là. Tennistiquement, il n'y a pas... En tout cas, Hugo, déjà, c'est vrai que Hugo Humbert, c'est pas non plus un terrien, même s'il a fait un bon Monte-Carlo, par exemple, cette année. Mais sur les autres surfaces, il n'a pas grand-chose à envier à beaucoup de joueurs. On l'a vu d'ailleurs lorsqu'il a fait son super tournoi, c'était Dubaï, c'est ça, hein, Doha ou Dubaï ou Doha, je ne sais plus. Là, ça m'échappe. Mais donc, il a battu très, très bons joueurs, Medvedev notamment sur dur, il faut quand même y aller. Moi, Hugo, il a tout pour être top 10. Franchement, il n'est pas loin d'ailleurs. Ouais, il est combien, 18e, 17e Il est monté 14e, voire 13e, et là, j'ai perdu 16e, je crois. Voilà, donc je crois qu'on a vraiment beaucoup de bons joueurs. Comme disait Bertrand, on a un vivier de joueurs qui est incroyable. Même vous avez dans les futurs, il y a beaucoup, beaucoup de bons joueurs. Après, forcément, le grand public ne retient que vraiment les cracks devant. Donc, et à Roland-Garros en plus. Et à Roland-Garros en plus, voilà. Mais bon. La preuve, on parle quasiment que de la victoire de Yannick Noah et on oublie notamment la finale d'Henri Lecomte. La finale d'Henri Lecomte, Sébastien Grosjean en demi-finale. Ouais.
Cédric Pioline, demi-finale. Cédric Pioline, Et mon fils de la finale. Et là, on parle que des hommes, parce que chez les femmes, on a aussi eu Marie Pierce. Ah bah, Marie Pierce. Marie-Morès a dû faire demi-finale, non? Bon, je pense pas à Paris. Pas à Paris, Non. Non, bon, c'est parce qu'on a eu des champions qu'on se dit que là, il y a un petit trou générationnel. On est un pays de tennis, hein. On est un pays, donc c'est normal qu'on attende des gros résultats, mais voilà, ça viendra, je pense. Bon, c'est facile, hein, je dis pas en quelle année. Donc, Vous en rendez-vous à un l'année moment prochaine donné, pour le bilan. à un moment donné, Ça se produit. Il faut ouvrir un cabinet de voyance après. Voilà, ouais, si ça marche plus dans le tennis. bientôt. Ça marche plutôt pas mal pour l'instant. On a parlé de vieux loups qui résistent à l'image de Gasquet, de Monfils. Et bien Novak Djokovic a prouvé encore une fois à quel point il était éternel, insubmersible, le numéro 1 mondial qui a remporté un gros combat en 5-7 hier face à Francisco Cerundolo, 4h39. On avait eu des petits doutes sur sa récupération après le match terminé à 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Alex Corretja avait justement parlé de la capacité du Serbe à bien récupérer, que ça ne poserait pas forcément problème pour son 8e de finale. On écoute Alex Corretja et on voit après. Je crois que Djokovic il a attendu ce moment-là parce que pour lui, ce moment le plus important, c'est de bien jouer dans le Grand Chelem. Et on a attendu ce moment pour voir quelle est son forme. Et il a joué déjà un peu la semaine dernière avant d'arriver ici à Genève. Et c'est clair que pour Novak, il besoin un petit peu des matchs, d'être sur le court, d'avoir la sensation difficile. Et je crois que physiquement, il va être difficile de faire la bonne récupération, mais j'ai la confiance en lui parce que dans sa tête, il veut bien jouer ici. Et si lui, dans la tête, il y a quelque chose, normalement, il réussit à trouver cette sensation. Mais je crois que lui a l'expérience aussi, physiquement, mentalement. Et va être pas facile, mais tu sais que quand tu es un grand champion comme Novak, tu cherches, tu trouves la solution dans les matchs pour faire des choses différentes. Et même si peut-être à le début, tu as un petit peu la sensation de fatigue, je ne crois pas que lui est là pour chercher des excuses. Lui va trouver la solution pour être fraîche, même si ça va être pas facile parce que le match était très, très long. Il avait plutôt vu juste Alex Corretja, il a bien récupéré. Alors pourquoi on vous a passé cet extrait? Parce qu'on voulait relancer la question de la programmation. Donc ce match de Djokovic qui finit à 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. La session de nuit, on va replanter le contexte, qui a démarré beaucoup plus tard que prévu, puisqu'avec la pluie, bon ça c'est quand même pas de chance, il y a des matchs qui n'ont pas pu se finir. Et donc le match de Zverev a l'air de plutôt aller vite et ils se disent on va mettre le Dimitrov-Bergs qui avait démarré la veille sur le central, puisqu'il y aura un peu de temps, il y aura un trou avant la night session. Manque de bol, Zverev, ça dure, ça part en 5-7, super tie-break, et il conserve quand même cette décision, et donc il lance la fin du Dimitrov-Bergs. Obligé. Oui, obligé, parce que les joueurs avaient été prévenus. Donc c'est... Non, même pas, c'est juste que c'est pour une question d'équité, c'est que dans cette partie de tableau, il fallait que les deux matchs qui n'avaient pas pu se terminer se terminent. Donc le Dimitrov-Bergs devait absolument se terminer dans le deuxième set. Sinon, ils jouaient deux matchs le même jour. Donc il y avait 6-3-2-1, donc c'était quand même pas très entamé. Ça pouvait effectivement être encore long. Ça l'a été d'ailleurs. Ça a été 4-7, ouais. Mais je pense que en salle de presse, ça discutait beaucoup. Il y a des gens qui se plaignaient, qui disaient ouais, la programmation n'est pas bonne. Mais là, honnêtement, sur ce coup-là, je pense qu'on ne peut pas reprocher grand-chose à la direction du tournoi parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Il y a des matchs à finir, il y a deux toits, il n'y a que deux cours avec un toit, donc il faut jouer sur ces cours-là. Il y a des matchs longs, on ne connaît pas la durée d'un match en tennis. Zverev, il fait 5-7, on ne peut pas le savoir. Et du coup, c'est vrai que Novak Djokovic démarre à 22h30, ce qui est quand même très tard. Il rentre sur le cours à 22h30 et il démarre vers 50, quoi. Voilà, et bon, c'est un match en plus qui est très long, bref. Mais c'est un mauvais concours de circonstances dont, malheureusement, c'est quand même la météo qui est le principal artisan de ce souci. On va accuser la météo. Accusons la météo. Ouais, mais la pluie s'est arrêtée pas très longtemps après la fin de Zverev. On aurait pu imaginer qu'ils attendent un peu et qu'ils jouent le Dimitrov-Bergs sur un cours extérieur. Non, mais il a replu après. Sur le cours extérieur, c'était pas du tout sûr parce qu'il repleuvait tout le temps. On reprenait les matchs, on arrêtait à nouveau. Donc ils n'avaient aucune certitude que le Dimitrov-Bergs se termine s'il jouait sur un cours annexe. Il est obligé de le jouer sur un des deux rangs. Ah non, c'est compliqué. C'est sûr que finir à 3h du matin, bon, c'est pas bon. C'est pas bon parce que même les gens, je veux dire, à 3h du matin, ça peut être Djokovic, tu as envie d'entrer chez toi.
Pour les joueurs, c'est pas équitable non plus parce qu'il a dû se coucher à 5 ou 6 heures du matin, pas avant. C'est ça, le temps de faire Mais les en soins, même temps, manger. je me fais l'avocat du diable. Nous, on était là toute la journée. On s'est couché 3 fois de suite à 2 heures du matin. Ils font ce qu'ils peuvent. Moi, j'ai jamais vu une météo pareille. Donc, voilà, la sécheresse qu'on nous a vendue. Bon, c'est un sujet qui n'existe pas. Mais je veux dire, là, on est en pleine une semaine. On n'a eu que de la pluie, que du mauvais temps, que du froid. Et donc, ils ont, comme dit Bertrand, ils ont que 2 cours couverts, ils ne peuvent pas faire de miracle. Après, ils auraient pu, je pense, commencer à 10h. Je ne sais pas s'ils ont le droit. Si, au départ, ils avaient prévu de commencer à 10h. Franchement, là, je trouve que c'est ça. Les joueurs peuvent même Sur cette commencer. Dans les autres tournois, vous pouvez jouer. Puis quand vous faites des futurs et challenger, vous pouvez jouer à 9h aussi. Ça, c'est là où, pour moi, ils ont perdu du temps. Mais avec 2 cours couverts, vous ne pouvez pas faire des miracles. De toute façon, il y a 128 joueurs, simple homme, simple femme, les doubles. C'est impossible. C'est midi sur le Châtrier. On peut imaginer que 2 heures plus tôt, ça laisse plus de latitude quand même. Bien sûr. Mais pourquoi ils changent pas hier c'était notre before 16h, en fait, match de Djokovic. On s'est aussi posé la question en se disant, mais si ça dure 4 heures, ou plus de 4 heures, tant qu'il rentre sur le court et qu'il y ait des interruptions, etc., la night va commencer en retard, ce qui était le cas, parce que finalement. Mais ça s'expliquait là pour la récupération de Djokovic. S'il faisait 15 heures, c'est 1 heure de plus, quoi, voilà, ou 2 heures de plus, quand même. Par rapport à sa fin à 3h du matin. Donc finalement, c'était encore une fois logique. Ouais, cette année, ils ont joué de malchance quand même. Là, le temps, il était vraiment extrême. Je veux dire, normalement, à Paris, il y a toujours un jour ou deux, il fait moche. Mais là, une semaine comme ça à la suite, on n'a jamais vu ça, quoi. D'ailleurs, il y a un retard mais colossal. Après, c'est sûr que les matchs le soir en Grand Chelem, là, Roland-Garros, je trouve que parfois, quand c'est trop tard, les gens ils restent pas, il n'y a pas l'ambiance. C'est un peu ça aussi le problème. Est-ce que ça prend ces sessions de nuit? Tu laisserais ton fils de 7 ans jusqu'à 3h du matin au bord du cours ou pas? 7 ans, non, mais bon. Parce qu'il y en avait des enfants à la fin. C'est ce qu'a dit Djokovic dans son discours. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, mon ami? T'es pas au lit? Ouais, bon, après, c'est une fois de temps en temps. Mais bon, c'était tard. Ouais, ça n'intéresse plus personne. À 3h du matin, je veux dire, un archi passionné, bon, il faut aller dormir. Ça pénalise quand même un peu les joueurs, même si on... C'est quand même un sujet récurrent dans le tennis. Hein. On en a parlé pendant Bercy. Ah oui. Alors ça tombe à chaque fois sur les Français, même s'il y a eu des matchs tardifs à l'Open d'Australie. C'est bien, mais il y a une horaire où les gens, il y a une limite, quoi. Les gens ils travaillent, les gens ils... Enfin, je veux dire, puis même, il y a une logique économique, mais par contre, pour tout ce qui est acteurs, joueurs, public, etc., c'est pas toujours terrible. Parce que même si on essaye de se dire, de composer, de dire on fait que 3 matchs en journée, donc ça démarrera pas trop tard et tout, on connaît jamais la durée d'un match en tennis, et particulièrement quand il y a des best-of-5 hein. Au meilleur des 5. Ça peut durer 1h30, ça peut durer 5 heures. Ouais. Enfin, là-dedans. C'est vrai que les jours précédents, on avait vu les matchs aller assez vite. Il y avait un trou souvent de 2 heures avant la session de nuit. Là, ça n'a pas été le cas. Mais même les gens se rendent compte, c'est un sport qui est très compliqué. Même les gens qui sont proches de nous, ils disent mais tes joueurs, ils ne savent jamais à quelle heure ils jouent. C'est pas facile. À quelle heure tu manges, à quelle heure tu t'échauffes. C'est un sport particulier. Au foot, tu sais que tu joues à 20h30, ça ne bouge pas, quoi. Ouais, et quand Anne commande du tennis, son mari lui dit tu rentres à quelle heure? Elle lui dit à chaque fois je commande tennis, donc j'en sais rien. Et il lui dit à peu près. Moi, c'est ce que j'entends aussi. Ça arrange bien. À peu près, je ne sais pas. Ça peut arranger parfois. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'à peu près. Bon, on peut se nourrir de ça aussi, parce que finalement, Novak Djokovic, s'il n'avait pas terminé à 3h du mat, il n'aurait peut-être pas eu ces propos en disant ça a été l'un des matchs les plus incroyables que j'ai joué ici. Ça marque aussi, peut-être dans le bon sens, un peu ce que dit Alex, ça peut le lancer aussi. Et on a vu que face à Cerundolo hier, il a eu du mal, ça a été dur. Là, il a incriminé un peu plus la surface plutôt que la programmation. Le genou, il s'est fait mal au genou aussi. Hein. Le genou, justement, à cause de la terre battue qui était différente des autres jours. Ouais. Mais on a le sentiment que lui, quelque part, ça l'aide finalement de rencontrer ces obstacles-là. Il a toujours été comme ça, alors il se fait quand même beaucoup critiquer dans le vestiaire, on va dire, mais en même temps, il est quand même, c'est quand même un admirable champion, quoi. Je veux dire, 24 grands chelems, je ne sais même pas où il va trouver la ressource. Ça paraît hallucinant, quoi. Je veux dire, le mec, c'est un énorme champion. Moi, c'est ça que je retiens, parce qu'après, le personnage a toujours été clivant. Moi, il y a des bons côtés chez lui, je trouve. Après là, j'ai envie de dire, le surface est glissante. Ouais, c'est vrai que les courses sont un peu glissantes cette année, mais bon, mettez-vous à la place des gens qui font les terrains toute la journée à bâcher, débâcher, refaire le truc. Il a reconnu que c'était la meilleure terre battue du monde à Roland-Garros, mais même avant le match, il était allé voir le jardinier, celui qui s'occupe de la terre, en disant c'est plus glissant qu'habituellement. Ils sont pas mal cassé la gueule. Zverev est tombé aussi en début de tournoi contre. Non, c'est une terre qui est assez glissante et je pense qu'il l'arrose pas beaucoup parce qu'il fait que pleuvoir, mais quand tu l'as, il faut quand même. Bon, bref, là, il a fallu gérer le changement de température. C'est un métier. N'importe quoi, c'était Rome qui est tombé. Ça glisse. Oui, mais à Rome, c'est pas le même problème. C'est la surface qui est pas bonne à Rome, c'est différent. Il a quand même été bien aidé par Cerundolo hier, mais ça aussi, ça fait partie du tennis. C'est-à-dire qu'il y a un joueur. C'est lui qui rentre dans son cerveau aussi. Il rentre tellement dans le cerveau des joueurs que même à 2-7 à 1, 4-2.
Djokovic qui marchait sur le court, il n'avait plus à courir. Ouais, et puis tu sais qu'il savait qu'il allait battre Djokovic, donc c'est pas facile de finir. Très dur. C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est ce qu'il y a de plus dur. Demander à Federer. On l'emploie entre nous en général au milieu du tennis, mais il a eu un peu la peur de gagner, notre ami argentin. Il a fait des grosses fautes. Et en fait, ça contre Djokovic, l'autre il le voit tout de suite avec son expérience. Et tout de suite, il voit bien que le mec, il a le bras qui tremble au moment de finir, ce qui est normal, ce qui est légitime. Et du coup, là-dessus, il s'engouffre, le gars. Il va rien te donner. Et puis bon, avec l'expérience qu'il a, comme disait Correggia, avec l'expérience qu'il a de ces tournois, il se nourrit de ça. Il n'attend que ça. Merci pour ces belles analyses. Merci d'avoir été avec nous. Dans Retour Gagnant, tu repars à Cannes. Voilà, je rentre ce soir. J'ai quelques juniors à avoir joué, puis on rentre. Bon, super. Merci à Seb en régie, à Nolwenn et à Romain pour la préparation de cette émission et à Quentin aussi pour les graphismes. Roland Garros continue bien sûr, même s'il n'y a plus de français. Vous pouvez suivre ça sur eurosport.fr. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour débriefer justement les vainqueurs de ce Roland Garros 2024 dans Retour Gagnant. Merci à vous. Merci, j'en embrasse Guillaume Couillard qui est venu donner un petit coup de main à SGR pour à cheval cette semaine. Merci à lui. Merci à lui.